Juriste et docteur en droit de la sécurité et de la défense, Alexis Deprau est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date est la cyberguerre qui vient. C'est aux éditions du Cerf et vous pouvez acheter cet ouvrage sur la boutique de TVL, sur le site tvl.fr. Cyberattaque, cybercriminalité, cybersécurité et cyberdéfense sont donc au programme avec notre invité Alexis Deprau. Bonjour. Bonjour Monsieur Bild. Alors, d'entrée de jeu, vous affirmez que le cyberespace ou cybermonde est un Far West moderne, sans foi ni loi, et avec un constat, la souveraineté des États s'affaisse. Oui, on est dans un monde qui n'a plus de foi ni loi. Dans l'espace cyber, c'est un monde qui n'a ni temps ni frontières. On ne peut du coup raisonnablement réguler quelque chose qui ne peut être régulé, raison pour laquelle d'ailleurs les pirates, quels qu'ils soient, mais ces pirates cyber peuvent l'utiliser en s'affranchissant de toutes les règles actuelles. Voilà, mais alors vous évoquez une stratégie de la dérégulation où se déploient par exemple les GAFAM, les Natu et autres BHATX, je ne sais pas comment ça se dit, c'est tout ce qui est du côté chinois. Se déploient donc ces grandes sociétés, mais aussi, vous le dites, les États. Tout le monde finalement semble trouver son bonheur dans le désordre ou ce que vous appelez le chaos virtuel. Il y a au fondement de toute cette histoire le dérèglement qui a été permis par le courant libertarien, ce courant qu'on retrouve vraiment à Philadelphie et surtout à la Silicon Valley, mais Philadelphie aussi, hein, parce qu'il y a des grandes entreprises américaines qui ont été créées là-bas, avec cette idée qu'on doit être ouvert. C'est l'open edition, l'open data, et partant de là, tous les chercheurs, la plupart, et même des chercheurs français qui sont débauchés par les entreprises américaines, vont vendre cette idée libertarienne qui participe de la dérégulation. Et c'est ensuite que les États vont devoir se défendre et d'autres vont pouvoir en profiter pour agir. On le voit, vous affirmez donc que cet espace de toute liberté, je reprends votre terme, cet espace de toute liberté a tout du chaos virtuel. Mais vous le dites aussi, certains défendent Internet comme un espace de liberté. Même Xavier Hofer, dans la préface qu'il rédige de votre ouvrage, rappelle que le monde numérique est dès sa création profondément libertaire. Et jusqu'où faut-il aller dans la régulation pour éviter l'anarchie que vous évoquez, mais aussi, bien évidemment, la censure? Alors, effectivement, Xavier Hofer parlait de ça et il parlait de lui, en plus, dans la cybercriminalité, du problème des chauffards de la route sur le net. Et on est aujourd'hui avec des chauffards en permanence, avec des engins ultra sophistiqués. Et la question principale que j'ai développée dans le livre, c'est l'analyse, est-ce qu'il y a une régulation internationale? Non, il n'y en a pas parce que il faut un consensus et le consensus n'existe pas. On essaye au niveau de l'Union européenne, mais ça ne marche pas. Donc, il faut revenir vers le principe de la souveraineté numérique, en tout cas la souveraineté des États, appliquée au champ numérique grâce à nos propres moyens, ce que l'on fait d'ailleurs très bien en France, quand même mieux que d'autres États. On pourrait faire mieux, mais on le fait. Je comprends bien, mais pour poursuivre sur cette question, une surveillance accrue des normes plus strictes risque-t-elle pas d'entraver l'innovation, par exemple, ou de ralentir le développement numérique? Il y a effectivement des risques, mais il y a toujours aujourd'hui cet équilibre qui est quand même assez précaire. Mais il y a le soutien à l'innovation et il y a les risques qui peuvent aussi en découler. Là, il faut quand même revenir aux propos de Jacques Ellul sur sans être technophobe. Mais la technologie peut être un danger et le temps qu'on trouve une solution pour le premier problème qui est arrivé, on va arriver sur un nouveau problème, il faudra encore plus de temps, etc., etc. Donc, l'idée n'est pas non plus d'assurer une surveillance accrue, mais il faut quand même bien être spécifique à l'égard de certaines zones, de certaines structures qui vont pouvoir mener leurs actions. Et c'est pour ça que les services spécialisés, alors les Américains le font, mais je sais que les Français ne font pas de la pêche à l'information. Enfin, certaines personnes qui vont voir cette vidéo vont dire que c'est faux. Il y a effectivement de la pêche aux informations, mais c'est pas
une pêche de masse de toutes les données et surtout concernant les attaques cybernétiques d'État à État, puisque là, on va essayer de retrouver spécifiquement qui est l'auteur de ces méfaits. Vous donnez d'ailleurs beaucoup d'exemples de cyberattaques qui touchent à la fois les personnes individuelles, mais aussi jusqu'aux États, et même à des États qui sont les précurseurs en matière de numérique. On pense par exemple aux États-Unis qui ne sont pas épargnés par ces cyberattaques. Oui, tout le monde peut être vraiment touché. Et là, l'exemple sans être anxiogène, sans être un oiseau de mauvais augure, ça a été cette station d'assainissement aux États-Unis qui a été piratée. Et donc, le niveau de chlore a été modifié. On s'en est rendu compte à temps, évidemment. Sinon, la distribution en eau aurait pu être mortelle à tous les utilisateurs. Donc oui, le FBI considère quand même que c'est l'une des principales menaces aujourd'hui. Et vous dites bien, hein, vous le précisez à nouveau, personne n'est épargné, tout le monde peut être victime. Mais aussi, on a le sentiment, là, votre exemple est aussi assez probant, que les cyberattaques attaquent de plus en plus des infrastructures vitales des États. Et une autonomie technologique accrue, notamment dans les télécommunications, je pense aussi à l'intelligence artificielle, pourrait-elle pas être une réponse efficace à ces menaces? Donc, vous voyez, je pousse la technologie plus loin. Alors, il y a beaucoup de débats et c'est vrai que on a parlé de souveraineté numérique, ce que j'ai évoqué dans le livre, mais aujourd'hui, c'est suranné. C'est la souveraineté sur l'intelligence artificielle qu'il faut déjà aborder. Et il y a cette question de comment pourra-t-on utiliser cette intelligence artificielle? Est-ce qu'on pourra la mener à bien? Est-ce qu'elle ne va pas, à un moment, être autonome? Et c'est ça le grand problème sur ce qu'on appelle les armes autonomes d'intelligence artificielle, même si il y a des gros travaux et peut-être que l'intelligence artificielle pourra, dans certains cas, nous aider. Peut-être que dans d'autres, elle pourrait être encore plus destructrice. On en est vraiment aujourd'hui qu'au début du numérique. Les prémices. Je reposerai une question d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. Bon, on reste sur l'Internet et vous insistez sur la nécessité, vous le faites encore là, d'anticiper encore et toujours pour prévenir les cybermenaces. Mais je ne saisis pas, ou peut-être expliquez-le mieux aux téléspectateurs, quelles sont les stratégies concrètes qui doivent être mises en place pour améliorer cette anticipation. Anticiper, mais comment? La plupart des idées sont des idées de structure, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des services qui fonctionnent très bien avec le commandement cyber de la gendarmerie, le commandement cyber du ministère des Armées et d'autres structures. Il faudrait peut-être participer à la création d'une nouvelle structure qui pourrait chapeauter tout l'ensemble avec aussi un renforcement de moyens, parce que je ne vous cache pas que les Chinois, quand nous, on a 500 personnes à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, vous avez plusieurs milliers d'informaticiens qui travaillent pour la République populaire de Chine. Et donc, il y a toujours cette guerre des engins sophistiqués. Il faut travailler là-dessus parce que la régulation, elle est bien, mais elle est bien sur un temps donné. Parce que le temps qu'on vote, qu'on mette en application, les technologies ont encore avancé. Donc, on est vraiment sur une question de structure, de moyens financiers et humains en plus. Alexis Depraux, je suis mal, si vous voulez. Vous me dites d'un côté qu'il faut insister pour qu'il y ait une réelle coopération internationale en matière de cybersécurité, je le comprends parfaitement. Et d'un autre côté, dans l'ouvrage, vous dites, mais c'est par la souveraineté propre à chaque État que la régularisation du cyber peut et doit avoir lieu. Je ne saisis pas comment on fait là. Une coopération internationale, c'est la mondialisation de la cybersécurité, mais en fait, la solution, c'est que chaque État se préoccupe de sa propre sécurité. En fait, elle peut se faire en deux parties. La coopération internationale, elle pourrait déjà venir avec des outils juridiques qui soient contraignants, en disant à partir de ce moment-là, on interdit à tout État, ou au moins dans chacun de leurs pays, à éviter de permettre la création en fait de processus et d'algorithmes qui pourraient mettre en danger la sûreté du ou des pays. Et d'un autre côté, il y a des éléments propres à la souveraineté qui ne peuvent pas concerner l'international. C'est chez moi, c'est mon pays, c'est à moi de décider ce que je vais
pouvoir faire ou non. Et cette coopération internationale, de l'autre côté, va permettre d'éviter aussi de nous emmener vers des guerres cybernétiques en disant si on est sur du contraignant, si vraiment la charte des Nations Unies et puis l'organisation du traité Atlantique Nord étaient vraiment mis effectifs et contraignants, on pourrait éviter des dégâts qui seraient encore plus dévastateurs. On l'a vu, pourquoi ça n'a pas eu lieu pour des événements sur les années précédentes. On aurait pu penser que l'OTAN aurait considéré que c'était une attaque au sens propre. Ça n'a pas été le cas. C'est là où je veux parler vraiment de coopération internationale pour éviter justement une sorte de laisser-faire. Ah, il y a une chose importante dans la souveraineté des États, c'est que vous évoquez la France, parce que j'avais envie de vous dire, et la France dans tout cela, mais vous dites, les grandes entreprises du numérique, elles sont, on en a parlé, souvent basées aux États-Unis, elles ont un rôle clé dans la cybersécurité mondiale, et la France. Et je me disais, est-ce que la France, elle peut réellement défendre sa souveraineté numérique face à ces géants? La réponse qui est la vôtre dans l'ouvrage, c'est oui. On a parmi les meilleurs chercheurs au monde. C'est-à-dire que malheureusement, ils sont pour beaucoup dans une optique très libertarienne. Mais ça reste quand même les meilleurs chercheurs. C'est un défaut d'être libertarien? C'est un défaut? Sur cette vision, c'est quand même assez dangereux parce que c'est ouvrir la boîte de Pandore. Je ne vous cache pas que le courant libertaire aux États-Unis, pour ceux qui sont sur Internet, c'est une boîte de Pandore qui leur a permis de justifier la pédophilie et les images pédophiles sur Internet, parce qu'on a le droit et on a la liberté de tout faire. Moi, je ne prône pas l'interdiction de tout, pas du tout. Mais je pense que ce courant libertaire, au niveau économique et sur certaines idées, peuvent être extrêmement dangereuses. C'est aussi ce qui nous a amené vers la promotion en fait des GAFAM. C'est pour ça qu'il serait quand même plutôt intéressant de calmer et de pondérer la vision qui serait enchanteresse selon laquelle la technologie pourrait être porteuse et nous apporterait que des bénéfices. Je vous ai coupé sur cette notion de capacité de Paris d'avoir les moyens humains et technologiques pour répondre à ce défi. Vous pensez que la France, si elle mise plus sur la recherche et l'innovation, elle peut rester dans le jeu? Oui, totalement. C'est pour ça qu'on le sait. Là, la Direction générale de la sécurité extérieure va déménager pour avoir de nouveaux locaux avec des serveurs encore plus puissants. On a des chercheurs, sans citer tous les noms, mais avec différents instituts scientifiques et des personnes qui sont vraiment à la pointe de la recherche et qui peuvent nous amener réellement à des moyens de défense dont ne disposent pas la plupart des États sur la planète. Alors, ma dernière question pour l'instant, c'est que vous concluez votre ouvrage avec un chapitre, donc c'est pour ça que je voulais qu'on l'évoque aussi, sur l'intelligence artificielle, et vous écrivez cela, l'avenir effrayant d'Internet. Vous dénoncez le chaos virtuel, vous annoncez l'apocalypse numérique, vous annoncez un système de contrôle total. Oui, en fait, le contrôle total pourrait être fait non pas par des États, mais par des structures ou des personnes qui disposeraient des moyens nécessaires et suffisants pour mener à bien leur fin. Donc, imaginez là l'ordinateur quantique qui va arriver d'ici peu est extrêmement surpuissant. Quand je vous dis surpuissant, c'est des millions de calculs ou d'ordinateurs réunis pour les mêmes calculs à l'heure actuelle. Il faut se prémunir contre ce qui va réellement arriver. Donc, ce n'est pas d'être dans l'anti-technologie primaire, mais c'est se prémunir et prendre en compte la réalité de tout ce qu'on va devoir affronter, et notamment la question de l'intelligence artificielle. Je ne vous cache pas que je crois que c'est monsieur Lefebvre, qui est le promoteur de ChatGPT en France, qui est un chercheur et qui considère que tout doit aller encore au-delà. On est dans une vision qui est quasiment proche du transhumanisme. Moi, j'essaye de garder quand même une réalité criminologique de sécurité et de défense en disant qu'il faut quand même savoir modérer, être tempéré, parce que toutes les avancées technologiques doivent être réellement réfléchies avant qu'on les mette en place, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle,
on est déjà pris de court, on ne sait pas comment faire, mais je pense que ça peut nous apporter plus de dégâts qu'autre chose, surtout à l'heure actuelle, en termes économiques ou en termes de sécurité et de défense avec les armes autonomes. Vous pensez donc que nous sommes maintenant sous un contrôle total, qui nous échappe? Je ne dirais pas qu'on est sous un contrôle total, mais je dirais qu'on Partiel. s'avance quand même vers des défis technologiques majeurs et des dangers d'une importance dont on ne peut même pas imaginer. Et Et que, comment on empêche ça, les sites de pro? Vous êtes juriste. Comment on empêche ça? On fait des lois, on a fait des lois, on fait des lois, on fait des lois. Vous savez bien ce qu'elles sont. Elles s'empilent et sont souvent contradictoires d'ailleurs. On fait quoi? On fait appel à la raison? On fait appel à la foi? On fait appel à qui? alors vous avez raison, je ne suis pas du tout le promoteur des lois, puisque par principe, pour moi, une loi de simplification, ça s'appelle l'abrogation. Donc, je ne veux pas des lois, plus des lois, plus des lois. Et il aurait été juste une fois utile d'avoir une loi propre, une loi cyber, juste une petite loi, et qui pose les principes de ce que l'on peut faire en France, de ce que l'on ne peut pas faire à l'égard des fameuses structures qui vont développer ces recherches. Comme à l'époque, vous savez, sans mauvaise comparaison, mais les lois bioéthiques, peut-être qu'il aurait été plus simple de dire c'est pas possible, d'ores et déjà, il n'y a pas de recherche sur l'embryon. On a permis d'ouvrir la boîte de Pandore, ça a eu les effets qu'on peut observer aujourd'hui. C'est exactement la même chose qu'on peut observer avec le cyber. Bon, oui, mais on peut s'en servir pour nous aider, pour nous protéger, certes, mais nous ne connaissons absolument pas les suites de tout ce qui pourra se passer avec les effets dévastateurs, je vous ai dit, aussi bien au niveau économique, au niveau de la sécurité, au niveau sur les effets sanitaires. Si tout est piraté, on n'en sait rien. Et vous dites aussi militaire. Militaire, bien sûr. Et là, la grande peur qu'il y a eu lors du début entre le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'était justement que les Russes sont des maîtres dans l'art du cyber-espionnage et des cyberattaques. Donc on pensait que ça aurait pu être encore plus fort. Est-ce que ça a été déjoué? Ça, je ne le sais pas. Peut-être que ça a été déjoué. Mais je ne vous cache pas, j'ai juste un exemple. Et, c'est l'hôpital des Mignots, qui est du coup dans les Yvelines, qui a été l'objet d'une cyberattaque qui n'était pas une cyber-rançon. Là, c'était une cyberattaque parce que la France avait participé au conflit en soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, les infirmières de la maternité sont toujours en version papier parce que le système informatique est HS. Donc, vous voyez un peu les effets délétères qu'on peut retrouver, et si ça devait s'appliquer à l'ensemble des établissements hospitaliers, à l'ensemble des collectivités, des administrations, voire aussi de toutes les entreprises françaises, comme ça a été le cas il y a 15 ans quand il y a eu les premières cyberattaques. On serait vraiment dans une société où on n'aurait plus l'habitude, puisqu'aujourd'hui, on vit absolument avec le tout numérique. C'est Apocalypse Now quand même, votre sujet. C'est juste la prévention. C'est juste la prévention. Bon, eh ben, écoutez, je vous invite et j'invite surtout les téléspectateurs à découvrir la cyberguerre qui vient. Voilà, c'est un sujet qui ne peut pas nous laisser de marbre parce qu'il s'impose à nous, il est face à nous. Et donc, je vous invite à découvrir à la fois un bilan, car vous faites un premier bilan de cyberattaque et on voit qu'on en voit les dimensions planétaires, mais aussi la force et la puissance de ces attaques, et puis aussi la forme de régulation, tout en, si j'ai bien compris, préservant les libertés et la fameuse liberté d'expression si bien mise à mal dans notre pays. Oui, vous avez entièrement raison, Monsieur Bill, et je tiens à le dire et le répéter. J'ai une vision à l'égard de certains libertariens, mais la liberté d'expression et les libertés, au pluriel, sont quelque chose qui est d'une importance extrême et dont on ne peut pas non plus, que l'on ne pourra jamais négliger. Et Elon Musk, alors, c'est un danger ou c'est un bienfait pour la planète? Alors, Elon Musk, lui, il pense non pas comme un scientifique à l'heure actuelle, il pense comme un milliardaire, mais avant toutes ces frasques et son rapprochement avec Donald Trump, j'avais quand même une certaine peur, parce qu'il avait une vision très transhumaniste, Elon Musk. Donc,
Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à l'actualité récente et plutôt regarder ce qu'il a fait auparavant et regarder ce qu'il projette de faire par la suite. Mais je m'inquiète quand même pour les Américains en termes de travail, puisqu'il est capable de licencier beaucoup d'agents fédéraux à l'heure actuelle. Donc, c'est un danger pour vous. Je pense que c'est une personne pour laquelle il faut vraiment porter attention. Et oui, parce que c'est quand même qu'il est à côté de l'un des hommes les plus puissants de la planète. Donc, oui. Et ben voilà, j'ai ma réponse. Merci beaucoup, Monsieur Despraux. À bientôt sur les studios de TVL cette fois-ci. Merci. Avec plaisir. Merci à vous, Monsieur Bin.